Bienvenue dans ce podcast consacré au champ morphique plus connu sous le nom d'inconscient collectif. Nous verrons tout d'abord avec le voyageur Mark Oburn qu'il existe dans l'univers des millions de civilisations plus avancées que la nôtre avec ce paradoxe intéressant, nous contribuons toutes et tous à son évolution. L'ignorance humaine, c'est d'abord une question d'échelle. Rien que dans cette galaxie, on sait qu'il y a des galaxies depuis peu de temps. C'est pas 2 siècles qu'on sait qu'il y a des galaxies. C'est-à-dire des amas d'étoiles. Ce qu'on prenait pour la Voie lactée, c'était une espèce de traînée blanche dans le ciel. En fait, ce sont des étoiles. On l'a découvert il n'y a pas si longtemps, au cours du XXe siècle. C'est ça. Rien que dans cette galaxie-là, il y a 200, 300, 400 milliards d'étoiles. Énormément de planètes autour. Et si on veut évaluer le nombre de civilisations plus avancées que nous, rien que dans cette galaxie, moi je vous donne un chiffre, c'est plusieurs dizaines de millions de civilisations. Et peut-être des centaines de millions de civilisations plus avancées que la nôtre, celle qu'on incarne actuellement. Donc, et aussi ceux qui sont moins avancés. Alors, il y en a très peu quand même. Ouais. Oui, il y en a. Non, ouais. Bon, je plaisante aussi. Il y en a qui sont moins avancés que nous. Et ce que soulevait Shradalou, je trouve ça, c'est une manière de rebondir sur le sujet aussi, c'est très intéressant. C'est que non seulement on a un objectif spécifique, nous-mêmes, individuel, de vivre une certaine expérience en étant ancré dans ce corps qu'on a choisi, mais on participe aussi à un projet collectif, local, dans lequel, comme tu le disais, exactement comme tu disais, si on prend un singe, on va faire évoluer cette matière biologique qu'on appelle le singe. Donc, on a de toute façon, même s'il n'y a pas de règle générale sur l'incarnation, on a quand même quelque chose d'assez transversal, en général, des objectifs individuels et un objectif collectif qui est d'améliorer, puisqu'on a des corps humains, enfin bon, même celui-là est un corps humain. On a besoin on vient là aussi pour l'améliorer. Chaque fois qu'on améliore quelque chose dans ce corps biologique, parce qu'on est des êtres qui viennent des mondes supérieurs, à part peut-être certaines exceptions, je ne sais pas, on pourra en discuter sérieusement. Ça, c'est une autre histoire. Je ne parle pas uniquement de ce qu'on a au gouvernement français, mais c'est une vraie question qu'on peut se poser. Mais sérieusement, donc on participe à cette évolution-là. Mais chaque fois qu'on change quelque chose en nous, on le transmet également à toute la population locale, à travers le champ d'énergie. Ça a été identifié par des scientifiques comme Sheldrake. Sheldrake a remarqué des choses comme ça, il a étudié des phénomènes, tu connais ça, oui. Sheldrake. C'est très intéressant, il s'est aperçu par exemple que il y a toujours les mêmes tests, on apprend à des souris à sortir d'un labyrinthe. On les place, et puis on voit combien de temps avec le chromètre, elles trouvent la sortie. Alors, je ne sais pas si le labyrinthe est toujours le même, mais bon, je suppose que si on veut des résultats standards, il faut que le labyrinthe soit toujours le même. Et quand Sheldrake a repris toutes les études qui ont été faites sur ce genre de choses, il s'est aperçu que les souris, d'où qu'elles viennent sur la planète, elles n'arrêtaient pas d'améliorer leur performance. Comme si elles apprenaient collectivement, même si une souris d'Amazon n'était apparemment pas reliée à une souris d'Asie. Tu connais ces travaux-là. Et donc ça, c'est mesurable. Parce qu'on peut se dire en moyenne, si on prend 1000 souris, elles vont mettre en moyenne, je dis n'importe quoi, 43 secondes pour trouver la sortie. Et si 10 ans après, elles mettent 37 secondes, et si 10 ans après encore, elles mettent 35 secondes, il y a quand même quelque chose clairement de scientifique qui montre qu'il y a un apprentissage collectif. Donc, qui indiquerait donc la présence de ce que Sheldrake a modélisé comme étant les champs morphogénétiques, générateurs de forme, que nous, on connaît, c'est la matière énergétique, le tantra, enfin bon, peu importe comment on l'appelle, qui fait que tous les êtres sont reliés localement dans une même réalité. Donc, c'est valable pour nous aussi, en tant qu'êtres humains associés à un corps humain. Chaque fois qu'on fait un progrès, quel qu'il soit, on le communique à l'ensemble de l'humanité. Les champs morphiques sont connus de la physique, ce sont des régions d'influence non matérielle s'étendant dans l'espace et se prolongeant dans le temps. Quand un système particulier cesse d'exister, lorsqu'un atome est désintégré, qu'un flocon de neige fond, ou qu'un animal meurt, son champ organisateur disparaît du lieu spécifique où existait le système. Mais dans un autre sens, les champs morphiques ne disparaissent pas, ce sont des chaînes d'influence organisateurs potentiels, susceptibles de se manifester à nouveau, en d'autres temps, et d'autres lieux, partout où et à chaque fois que les conditions physiques sont appropriées. Quand c'est le cas, ils renferment une mémoire de leurs existences physiques antérieures. Et,
plus la population étudiée comporte d'individus, plus le champ morphogénique s'enrichit du comportement de tous ces individus. Mais, de même qu'on ne connaît les champs de gravitation, les champs électriques ou magnétiques que par leurs effets, les champs morphogéniques ne peuvent être décelés que par les actions qu'ils influencent, la mémoire de l'espèce, l'induction d'organisation, ou encore l'apprentissage collectif. Sheldrake donne l'exemple des mésanges bleus qui, en Angleterre, ont appris à percer les capsules fermant les bouteilles de lait déposées par le laitier le matin à domicile. McDougall réalisa en Angleterre des expériences sur les rats pour leur apprendre à choisir entre deux sorties d'une cage, l'une éclairée mais assortie d'une forte décharge électrique et l'autre sombre mais sans choc électrique. La première génération de rats a commis 165 erreurs, la 30e n'en commettait plus que 20. La même expérience réalisée à 20 000 km de là, en Australie, montra que les rats australiens avaient bénéficié de l'apprentissage de leurs confrères anglais, et tout ceci est naturellement transposable à l'homme. Le phénomène du super-radiance ou effet Maharishi, du nom du maître spirituel indien qui fut le premier à le décrire, fut expérimenté pour la première fois à l'occasion d'une étude menée pendant le conflit israélo-libanais au début des années 1980. Cette étude consistait à réunir, dans les régions du Moyen-Orient dévastées par la guerre, des personnes formées à la technique de la méditation transcendantale élaborée par Maharishi Mahesh Yogi, et bien entraînées à développer en elles un sentiment de paix. Durant les périodes au cours desquelles elles éprouvaient tout ensemble un sentiment de paix, le niveau de violence dans la région autour d'elles diminuait significativement. Les crimes, les meurtres et les accidents diminuaient, tandis que les activités terroristes cessaient. Et quand elles s'arrêtaient de focaliser leur attention sur l'harmonie, toutes ces activités reprenaient. Ce phénomène est aussi constaté en biologie. L'équipe du Pr. Roman Hulme, du département de botanique et de biologie végétale de l'Université de Genève, vient de comprendre comment les plantes se sont protégées des rayons UVB. C'est une protéine, baptisée UVR8, qui, sous l'action du soleil, déclenche une cascade de réactions chimiques dont des antioxydants et des composés qui absorbent les UV comme une crème solaire. Ce mécanisme a permis aux plantes, sorties de l'eau, de s'adapter à un monde hostile, à une époque où la couche d'ozone était en formation. Le mécanisme UVR8 semble avoir été transmis d'un seul coup à l'ensemble du monde végétal. Fabuleux. Et bizarre, non? Comment quelque chose qui n'était pas dans le génome végétal peut-il le devenir d'un seul coup? Cela plaide pour un univers holographique dans lequel toute l'information est contenue et disponible en tout temps et en tout point, qu'elle est stockée dans une mémoire éternelle avec laquelle nous interagissons en permanence. Nous participons ainsi à un projet collectif et tout changement y est enregistré, n'est-ce pas stupéfiant et merveilleux?